Ils ont refusé l'autopsie pendant 20 ans. On m'a dit d'accepter le silence, de laisser les choses reposer, de pleurer en privé et d'oublier ce qui aurait pu être une question gênante. J'ai gardé ces mots comme on garde une brûlure, une marque qui ne disparaît jamais vraiment. 20 ans après, j'ai enfin compris pourquoi cette famille et cette maison funéraire ont mis autant d'énergie à empêcher qu'on ne sache la vérité. Si cette histoire vous parle, abonnez-vous. Racontez-moi en commentaire d'où vous me regardez. Restez avec moi, parce que ce que je vais vous raconter n'est pas seulement une histoire de trahison. C'est la façon dont une petite fille, un appareil oublié, et des preuves numériques ont forcé la vérité à éclore. Je devrais commencer par dire qui j'étais quand tout a commencé. Une jeune femme qui croyait que le monde se tenait debout grâce à des promesses simples, fidélité, travail, le respect des rites. Je m'appelais Mariana, j'avais 23 ans, et je venais d'épouser Gustavo. Il était patient au début, attentionné dans la façon qu'il avait de me regarder. Il avait ce sourire mesuré, suffisamment doux pour rassurer la mère, assez vif pour impressionner les invités. Sa famille avait un nom respectable dans la ville. Depuis des décennies, les pompes funèbres Santero accompagnaient les familles dans leur deuil. Sa mère dirigeait la maison avec une main ferme. La maison était grande, aux murs épais, et l'odeur d'encens et de cire semblait faire partie du mobilier. Quand je repense à ces premières années, je vois surtout des détails. La manière dont les serviettes étaient pliées à la perfection, la vaisselle rangée par couleur, la façon dont Gustavo parlait d'argent comme d'une rivière qui devait être canalisée. Il parlait peu de l'ancêtre dont la maison avait hérité l'entreprise. Il disait que les comptes étaient compliqués. Il aimait les tables bien mises, les vêtements propres et la réputation intacte. Je ne voyais pas alors que certains silences servaient à construire des murs autour de vérités inconfortables. Le premier signe que quelque chose clochait n'était pas dramatique. C'était un reçu glissé entre deux factures que j'avais vues 1000 fois. Un papier froissé, un nom que je ne connaissais pas, un montant retiré en liquide au nom des pompes funèbres, mais daté d'une année où aucun service n'avait eu lieu. Quand je l'ai montré à Gustavo, il a souri d'un air distrait et m'a dit que je devais arrêter de fouiller dans des choses qui ne me regardèrent pas. Il a précisé, avec douceur, que certaines questions bouleverseraient la paix de la famille. J'ai laissé tomber parce que je ne savais pas mieux. Qui veut vraiment regarder sous les tapis quand la maison est chaude et la table est pleine? Le décès remonte à 20 ans. Une sœur éloignée de Gustavo, Mariela, est morte dans des circonstances que personne n'a jugées suspectes à l'époque. La famille a insisté pour une cérémonie simple et rapide. L'explication officielle, répétée comme un mantra, était culturelle. Chez nous, on ne fait pas d'autopsie. C'est un manque de respect. Les puissants mots de la tradition, de la foi et du respect de la parole d'un aîné ont fermé la bouche de beaucoup. J'y ai cru aussi jusqu'au jour où les recoins de la maison ont commencé à parler. La maison Santero vivait de rites et d'images. Les familles apportèrent des photos, des fleurs, on servait un café noir à la porte. À l'intérieur, tout était organisé selon une horloge immuable. Réception, cérémonie, inhumation. Et pourtant, 10, 15, 20 ans après, il y avait des transactions qui semblaient incongrues, des factures qui revenaient, des lettres signées de mains inconnues. Les anciens employés chuchotaient parfois dans un coin du jardin, leurs regards fuyant quand je m'approchais. Je notais mentalement ces choses, puis je reprenais ma vie. Préparer le dîner, aider Isabella à faire ses devoirs, sourire devant la télévision. On apprend à vivre avec l'ombre. Isabella est née l'année suivant notre mariage. Sa présence a infléchi ma vie de 1000 façons douces et fâcheuses. Elle était curieuse dès le début, une petite fille qui regardait l'œil vif et les doigts rapides. Elle observait le monde comme si elle y notait les pages manquantes d'un livre. Quand elle était petite, elle aimait s'asseoir sur le seuil de la maison funèbre, jouer avec des fleurs séchées et écouter les anciens raconter des histoires d'antan. Ils l'appelaient « la petite » et la traitaient comme une porte vers un futur moins formel. Elle aimait la lumière qui entrait par les vitraux et le son des chandelles qui crépitent. Elle n'était pas une complice consciente au départ. Elle était une éponge. Gustavo, quant à lui, commença à changer par petites poussées. Il se montrait généreux à l'extérieur, des dîners avec ses collègues, des donations publiques au nom de la maison funèbre. Mais à la maison, il avait une manière particulière de réécrire les conversations. J'ai appris à reconnaître la technique. Une phrase dite, puis démentie par un « tu as mal compris ».
Une décision prise à ma place et présentée comme une nécessité. Quand je lui ai demandé un jour pourquoi il avait retiré une somme importante du compte joint, il m'a regardé comme si j'étais naïve, et m'a répondu que c'était pour les charges de la ferme familiale. Tu n'as pas besoin de t'en mêler. Laisse venir. Fais-moi confiance. Cette phrase, fais-moi confiance, est dangereuse. Elle porte en elle la possibilité de l'oubli. Elle est douce comme un voile et lourde comme une servitude. Je me rappelle la nuit où j'ai découvert des messages effacés sur son téléphone. Phrases nauséeuses échangées avec un numéro baptisé Valeria. Quand je les ai mentionnés, Gustavo Hari a fait mine d'être blessé et a dit que je devais cesser d'espionner. Il connaissait déjà chaque argument, chaque rempart auquel je pouvais avoir recours, et il avait appris à les neutraliser avant même que je ne les formule. La violence était d'abord administrative, puis émotionnelle. Valeria est apparue comme une ombre familière, souvent présente au bureau, parfois lors des cérémonies. Elle avait ce type de compétences froides, sourire professionnel, gestes précis, regard calculé. Elle n'était pas officiellement introduite comme amante, elle était la conseillère qui savait comment arranger les familles, qui savait comment fermer les dossiers rapidement, qui connaissait les bons contacts pour accélérer pays, assurance et succession. Quand je l'ai confrontée une fois à propos d'une enveloppe retrouvée dans le bureau de la maison, elle a haussé les épaules et s'est excusée avec une phrase qui m'a glacé. Parfois, pour aider les familles, il faut contourner la bureaucratie. Traduction non dite. Contourner ce qui empêche les bonnes affaires. Personne n'a jamais dit le mot « fraude ». On parlait en euphémisme. Le tempo de la maison a accéléré le jour où j'ai reçu un paquet étrange. C'était un après-midi d'hiver. La pluie martelait les carreaux, et l'odeur du café ne suffisait pas à chasser le froid. Dans la boîte, il y avait une vieille enveloppe jaunie, des photographies en noir et blanc, une petite carte écrite à la main, pour qu'aucun malentendu ne vienne troubler la mémoire. C'était signé du nom de la famille, mais l'écriture était hésitante, comme si elle venait d'une main qui voulait se laver la conscience. La carte évoquait de façon veloutée la décision prise il y a 20 ans. Nous avons préféré ne pas procéder à l'autopsie et remercier la maison funèbre pour son tact. Je n'avais aucune raison de l'avoir reçu. Pourquoi le courrier revenait-il vers moi? Le message contenait une allusion presque comme un avertissement. Certaines vérités, pour la paix de la famille, devaient rester inconnues. J'ai commencé à m'intéresser de plus près. Je ne peux pas dire que j'ai été héroïque tout de suite. J'étais souvent fatigué, divisé entre un enfant qui avait besoin d'attention et une bonne dose de honte. Comment dire aux autres que mon mari, qui s'affichait en brave gens, cachait peut-être quelque chose qui concernait une mort? Les mots paraissaient énormes. Qui me croirait? Qui voudrait entendre qu'une famille entière préférait l'ombre au jour? Je me suis tourné vers des détails anodins pour commencer. Des factures, des courriels, des noms sur des reçus. C'est là que la mécanique a révélé ses pièces les plus petites, des paiements effectués à des comptes anonymes, des commandes de bois pour un cercueil facturé pour d'autres personnes, des dons versés à des associations complices qui ensuite rendaient des services. Certaines notes semblaient destinées à effacer des traces. À mesure que je rassemblais ces bribes, un motif apparaissait. Empêcher l'autopsie, c'était l'étape nécessaire pour vendre un récit lisse. Une histoire sans contradiction, sans contestation, qui permettait d'empocher une succession, de faire valoir des assurances, d'épargner à la famille l'ennui de la vérité. Mais je n'avais que des allégations, des croquis d'une fraude possible. Ce dont j'avais besoin, c'était d'une image, d'une voix, d'un enregistrement qui lie les mains des mensonges. La preuve qui transforme une rumeur, en fait. Je cherchais cette preuve comme on cherche une clé dans le noir. On dit que parfois on la tient déjà, sans voir que c'est la clé. Un jour, Isabella est revenue de l'école avec une tablette dans son sac. C'était une vieille chose, un modèle désuet. L'écran ébréché sur un coin. Elle me dit qu'elle l'avait trouvé dans le grenier de la vieille maison de la famille, là où personne n'entre plus depuis toujours. Elle avait l'air coupable et fière à la fois, comme si elle avait dérobé une friandise. « Maman, je voulais voir des dessins », a-t-elle murmuré. Elle savait qu'elle devait demander ou cacher. Elle a choisi de me la confier. J'ai pris la tablette, j'ai senti ses bords collants, je l'ai allumée. Elle bégayait, cherchait son souffle électronique,
mais elle a fini par s'ouvrir sur une liste de dossiers, des noms datés, et, au bas, une série d'icônes de vidéos. Je n'étais pas prête. Ce que j'ai vu a suffi à me couper le souffle pendant un moment. La première vidéo était entrecoupée de plans tremblants, une voix étranglée, puis des mots clairs, prononcés par un homme que je n'ai pas eu besoin d'identifier longtemps. C'était la voix de Gustavo, ou quelque chose d'effrayant et plus intime. Sa manière de prononcer les mots avec ce ton qu'il garde pour les affaires. Il parlait d'une somme à verser pour éviter les complications. Il disait « Sans autopsie, on règle tout à l'amiable ». La caméra était placée comme si elle était cachée, derrière un rideau, peut-être une main d'enfant tremblante qui tenait l'appareil. Pendant quelques secondes, on entendait des rires feutrés, puis une autre voix, Valéria, qui expliquait comment organiser le dossier. Sa phrase exacte m'a glacé. On l'entoure de respect, on ne creuse pas. On présente sa mort comme une chose paisible, et tout le monde signe. Je ai éteint la tablette comme si j'avais été brûlé. Isabella a demandé, inquiète, « Maman, je n'ai rien fait de mal. Je voulais juste savoir pourquoi on ne fouillait pas. » Elle avait posé l'appareil sur une étagère et il avait filmé par le trou du rideau, où elle, petite et curieuse, avait cherché la vérité. Elle l'avait fait sans comprendre la portée, sans comprendre la violence que contenait le mot « préserver ». Elle voulait seulement qu'on lui raconte pourquoi. Son innocence est devenue l'arme qui a percé le cœur d'une conspiration. Je suis resté immobile, la tablette lourde sur mes genoux. Ma première réaction a été de vouloir l'écraser, de détruire la preuve comme on efface une blessure par le feu. Mais je savais aussi que ces images étaient peut-être la seule chose qui pourrait nous sauver. Elles étaient notre ticket hors de l'espace où la famille imposait le silence. Elles montraient non seulement des conversations, mais une stratégie. Comment empêcher toute autopsie pour maintenir une version de la réalité favorable à leurs intérêts? Ne pas autopsier, c'était apparemment la première pierre d'un édifice construit sur l'argent et le mensonge. Cette découverte a marqué le moment où j'ai compris que l'ennemi ne se situait pas uniquement dans les regards froids de la maison funéraire. Il était aussi à l'intérieur de notre maison, sur la table du dîner, dans mes propres peurs. À partir de cette seconde, rester immobile n'était plus une option. J'ai regardé Isabella, ses doigts encore tachés d'encre, ses yeux grands et sereins, et j'ai su que je ne pouvais pas la laisser porter seule le poids de ce qu'elle avait capté. Je me suis fâché davantage contre moi-même que contre eux. Comment avais-je pu ignorer les signes? Comment avais-je pu confier ma vie à un homme qui était capable de parler d'argent pendant qu'on pleurait un être cher? Pourtant, la colère cohabitait avec la peur. Rendre publiques ces vidéos signifiait déclencher une tempête. Cela signifiait aussi mettre en danger la réputation d'une fille, la mienne, la nôtre. Il fallait du courage, de la prudence et quelqu'un qui sache comment transformer ces fichiers, maladroits et tremblants, en une preuve solide. Je me suis alors souvenu d'un nom que je pensais oublier, le docteur Bernardo, un avocat de la ville qui avait aidé des familles modestes à récupérer des pensions qui leur revenaient de droit. Il n'était pas le genre d'homme à faire du spectacle. Quand je l'ai appelé en tremblant, il m'a demandé de rester calme, de lui envoyer les fichiers, mais surtout de ne pas agir seul. « Ne diffusez rien », m'a-t-il dit. « Les preuves peuvent se perdre, se décrédibiliser, ou pire, être utilisées contre vous. » C'était l'exact opposé de ce que je voulais entendre sur le moment. J'avais envie de crier, de projeter les images sur tous les murs de la ville. Mais il avait raison. Il faut transformer l'impulsion en stratégie. Envoyer la tablette par message électronique n'était pas simple. Son système était ancien. Les fichiers étaient lourds, certains endommagés, et la mémoire ne contenait pas de métadonnées claires au premier abord. Mais il y avait des horodatages, des voix, et des noms qui revenaient. Bernardo m'a demandé de scanner toutes les factures que j'avais trouvées, de noter les dates, de ne rien jeter. Chaque papier peut être un fil pour remonter la pelote, m'a-t-il dit au téléphone. Il m'a aussi conseillé de garder Isabella à l'abri des regards curieux. Les enfants sont des témoins fragiles, a-t-il ajouté. Ils doivent être protégés. J'ai passé la nuit à recopier des notes, à scanner des reçus, à transférer les vidéos sur un disque dur que j'ai caché dans le placard sous l'escalier. Chaque document que je touchais semblait vibrer d'une histoire qu'on me refusait depuis longtemps. Les noms, les dates, les montants, tout s'alignait doucement pour dessiner un motif.
Certaines factures prouvaient qu'une somme importante avait été versée à une société dormant au nom d'un cousin éloigné. D'autres montraient des paiements à la maison funéraire avec des mentions floues. Accord. Simplification. Frais de clôture. Les mots étaient choisis pour éviter toute précision. Le matin suivant, Gustavo est entré dans la cuisine comme d'habitude, ses cheveux encore ébouriffés, son café à la main. Il a salué notre fille avec une tendresse calculée, m'a embrassé sur la joue et a pris sa voiture. Il ne se doutait pas que, dans une poche de la maison, des images le désignaient comme acteur principal d'un arrangement conçu pour garder des secrets. Je l'ai vu partir, et j'ai senti une pesanteur dans ma poitrine, comme si le monde s'était déplacé d'un cran. Je ne pouvais pas aller plus loin seul. La peur de perdre Isabella, d'être traîné dans un scandale ou même d'être simplement fait taire par des manœuvres administratives, m'a obligé à planifier. J'ai envoyé un extrait de la vidéo au docteur Bernardo, accompagné de quelques reçus et d'une note où j'expliquais de façon brève ce que nous savions. Il m'a demandé un rendez-vous discret. « Il faut que je voie l'original », a-t-il dit. Et puis on réfléchira à la meilleure manière d'agir. Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous et votre fille avez apporté un élément qui peut tout changer. Pourtant, même avec l'aide d'un avocat, la marche à suivre restait incertaine. Il y avait des risques procéduraux, des gens influents prêts à minimiser, des témoins qui pouvaient se dédire, et surtout ce poids ancien, 20 ans de décisions qui ne se remettent pas en cause sans heurts. Le système judiciaire n'est pas un mécanisme rapide. Il peut être poli, lent et froid. Mais ce soir-là, quand j'ai regardé de nouveau l'écran de la tablette, je n'ai pu m'empêcher de penser à ce petit film tremblant où la voix de Valeria parlait d'entourer la mort de respect. Et je me suis dit que la seule mesure de respect véritable pour le défunt, et pour ceux qui avaient été lésés, serait d'accepter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Il y avait pourtant un autre danger qui me hantait, la peur d'être présentée comme une traîtresse à la famille. Les Santero avaient toujours été un clan. Briser la façade, c'était risquer d'être ostracisé, d'entendre des jugements, d'être traité de mauvaise épouse, de femme ingrate. Je pensais à ma mère, au dimanche où l'on se rendait à la messe, aux voisins qui saluaient avec la même main. Tout cela pesait contre la raison de dire la vérité. Mais chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le visage d'Isabella, la façon dont elle avait filmé sans chercher à nuire, juste parce qu'elle voulait comprendre. C'était une chose qu'aucun silence familial ne devait ensevelir. Les jours suivants, j'ai essayé de jouer le rôle de la femme qui n'a rien vu. J'ai ri aux blagues de Gustavo, j'ai accompagné Isabella à l'école, j'ai feint l'indifférence quand Valeria est apparue pour une réunion au bureau de la maison funéraire. Elle m'a regardé avec cette même douceur calculée et m'a dit « Si tu as des inquiétudes, viens me parler ». C'était une phrase dangereuse, comme un pistolet posé sur une table. Tutoyer la confiance pour mieux la dominer. Je me suis contenté de sourire et de reporter la confrontation. Il fallait être stratégique. Crier n'était pas la même chose que démonter un mensonge. Je me suis également aperçu que la communauté, ma communauté, était muette sur ce qui avait pu se passer 20 ans plus tôt. Personne ne posait la question, ou si quelqu'un la posait, on lui répondait d'un air gêné. La peur, plus que le respect, semblait être la raison de ce silence. Il ne s'agissait pas seulement d'éviter des disputes, c'était comme si certains avaient compris qu'une vérité révélée serait le premier domino d'un effondrement plus large. Je sentais derrière leur silence la peur d'être entraînés eux aussi. L'une des nuits, je me suis surpris à coller mon oreille contre la porte de la chambre de ma fille, à écouter son souffle, sa respiration régulière, et à me demander si je l'avais volée d'une innocence en cherchant à dévoiler le passé. La maternité impose des choix impossibles. Protéger ou révéler, être complice du silence ou être la voix qui brise l'accord tacite. J'ai choisi de ne pas être complice, mais l'angoisse de cette décision m'a tenu éveillé comme une promesse trop lourde à porter. La tablette, elle, était devenue notre petit sanctuaire. Chaque soir, je la ramassais, je sauvegardais chaque clip, je faisais une copie, puis une autre, et je cachais les supports dans des endroits différents. Je ne le faisais pas parce que j'aimais le secret en lui-même, mais parce que je craignais des mains prêtes à tout pour effacer ce qui pouvait les incriminer. Cette précaution m'a sauvé d'une naïveté dangereuse. La confiance exagérée peut mener à l'irréparable. On m'avait appris à faire confiance. La vie m'enseignait à me méfier.
Un vendredi matin, en passant devant la maison funéraire pour déposer un petit bouquet, j'ai entendu des voix vives, des éclats, qui ne faisaient pas partie des conversations habituelles. À travers la porte vitrée, j'ai vu Valéria et deux hommes que je n'avais jamais remarqués auparavant. Ils semblaient discuter de documents étalés sur la table. Une feuille blanche, des mains qui pointaient, un accord qui se scellait peut-être en silence. J'ai senti la bile remonter. Je me suis approché comme on s'approche d'un nid dangereux. Prudemment. Ils ne m'ont pas vu. J'ai pris une photo discrète avec mon téléphone. Mon cœur battait fort. Ce que je pensais être une conversation administrative ressemblait, à présent, à une préparation pour contrecarrer quiconque chercherait à rouvrir le passé. Je savais qu'il fallait agir vite, mais j'ai compris aussi la nécessité d'attendre des alliés solides. Le docteur Bernardo avait demandé de la patience. Il voulait les originaux pour constituer un dossier propre, irréfutable. Il avait raison. Une preuve mal présentée peut se retourner contre vous. Chaque mouvement mal calculé affaiblissait notre cause. Mais l'attente est une épreuve. Elle me donnait la sensation qu'on me demandait de respirer sous l'eau. Ce que la tablette m'avait montré n'était qu'un aperçu. Les vidéos s'étiraient, une après l'autre, et révélaient une gradation d'actions. D'abord des voix, puis des transactions, puis des plans plus inquiétants. Certaines séquences suggéraient des gestes administratifs destinés à effacer des traces, d'autres montrèrent des proches qui parlaient de laisser dormir une histoire pour le bien de la famille. À la fin de l'une d'elles, on entendait un rire sec en arrière-plan qui me fit frissonner. Ce rire indiquait un accord entre adultes, une complicité qui n'avait rien de rituel ou de culturel. C'était le signe d'une manœuvre consciente. La peur paradoxalement m'a rendu plus lucide. Elle a affiné mon regard, m'a rendu moins tolérante aux demi-vérités. Quand Gustavo m'a demandé une soirée, si j'avais été farfouillé dans les affaires de la maison, j'ai retenu ma réponse. J'ai pris une autre approche. J'ai feint l'ignorance puis j'ai proposé que nous parlions à Bernardo d'une simple vérification de routine. Je me suis rendu compte que, pour gagner, il fallait parfois jouer le rôle de la femme docile que l'on sous-estime. Il s'y fiait. Il se croyait au-dessus des soupçons. Cette stratégie m'a permis d'obtenir un rendez-vous avec Bernardo un dimanche matin. Nous nous sommes installés dans un petit café, loin des regards. Il a pris mon disque dur, il a branché, il a écouté. Parfois il fronçait les sourcils, parfois il hochait la tête. À la fin, il m'a regardé et, sans fioriture, m'a dit « Vous avez entre vos mains un élément qui mérite d'être entendu publiquement. Mais pour que cela tienne, il faudra documenter chaque aspect, montrer la chaîne des paiements, localiser les responsables et protéger votre fille. » Il semblait froid, pragmatique, mais je savais qu'il y avait derrière ce détachement un engagement. Ce type d'homme ne fait pas de gestes vains. En sortant du café, j'ai senti une pression nouvelle. La certitude que la vérité pouvait surgir. Mais je savais aussi que le parcours serait semé d'embûches. Il y a des gens puissants qui tirent les ficelles dans l'ombre, des alliances qui se forgent pour préserver une réputation. J'ai senti que, derrière la façade respectueuse de la maison funèbre, se cachait une mécanique prête à protéger ses intérêts. Ce n'était plus seulement une question d'argent, c'était une question de pouvoir et du prix que certains sont prêts à payer pour qu'un mot « autopsie » ne soit jamais prononcé. Les semaines suivantes, je me suis immergé dans la collecte. J'ai contacté des voisins, d'anciens employés, j'ai relu des contrats, j'ai noté des rendez-vous. Je me suis senti parfois ridicule, une mère qui joue à l'enquêtrice. Mais, petit à petit, les pièces s'assemblaient. Et chaque pièce que j'ajoutais renforçait la conviction que l'absence d'autopsie, 20 ans plus tôt, n'était pas un fait culturel ou religieux, mais une décision stratégique. Une décision qui, si elle était dévoilée, briserait quelque chose de plus grand qu'une simple famille. Un soir, alors que la maison dormait, j'ai mis la tablette sur la table, j'ai allumé l'écran, et j'ai regardé une dernière fois le clip où Valéria expliquait comment présenter la mort comme une chose paisible. Je me suis demandé qui avait intérêt à ce que personne ne pose de questions, qui bénéficiait de cette omerta. J'ai senti monter en moi une colère froide, une détermination que rien ne pourrait éteindre. Isabella dans sa chambre chantonnait, et la voix de ma fille m'a rappelé la raison pour laquelle je continuais, pas pour la revanche, mais pour la restauration d'une vérité que l'on avait tenté d'enterrer.
À ce point de l'histoire, j'avais amassé assez d'éléments pour commencer à murmurer pour déplacer des pierres. Mais je ne pouvais pas encore crier. Les filets de sécurité de ceux qui protégeaient le silence étaient résistants. Et la vraie épreuve, persuader la société, faire en sorte que la justice entende, restait à venir. La suite, ce fut la préparation d'une audience, la confrontation avec des visages polis, et la projection de ces images tremblantes devant des témoins qui jusque-là avaient préféré ne pas savoir. Mais ça, c'est une histoire qui mérite d'être racontée lentement, avec chaque moment pesé, parce que la vérité, quand elle vient, ne se contente pas de tomber. Elle force la porte. La préparation de l'audience a duré des semaines qui m'ont semblé des montagnes. Le docteur Bernardo m'a conduite à travers chaque étape, avec la froideur d'un marin qui sait lire la tempête. On sécurise les preuves, on établit la chaîne documentaire, on anticipe les embûches. Il a demandé que je fournisse des copies sauvegardées, des certificats de sauvegarde, des témoignages écrits d'anciens employés prêts à parler, et surtout, chose que je n'aurais jamais imaginé devoir faire, une déclaration formelle expliquant pourquoi, selon nous, le refus d'autopsie 20 ans plus tôt n'était pas seulement une tradition mais un acte organisé, profitable. Chaque mot de cette déclaration pesait comme une pierre. Je l'ai relu et corrigé, jusqu'à ce que ma main tremble moins. Il a aussi fallu penser à Isabella. La voir entrer dans cette mécanique me faisait plus peur que n'importe quelle confrontation avec Gustavo. Bernardo a insisté. Elle ne montera pas à la tribune. Elle ne donnera pas son témoignage devant tout le monde. Nous utiliserons les vidéos comme éléments factuels et nous demanderons une protection pour elle. Il a négocié un dispositif. La projection des enregistrements se ferait dans une salle où seuls les membres de la commission, leurs avocats, et une représentation restreinte seraient autorisés, et les images ne seraient pas diffusées en direct aux médias. C'était une précaution, non seulement pour préserver l'intégrité des preuves, mais pour éviter que l'enfance d'Isabella ne devienne un spectacle. Nous avons rencontré des anciens employés, certains à l'abri d'une petite salle de communauté, d'autres dans des cafés discrets. Les premiers étaient en méfiants, puis soulagés. Dire la vérité, m'a-t-on dit, avait été lourd, dangereux et isolant. Beaucoup s'étaient tus, d'autres avaient de signer des documents que l'on leur avait présentés comme autorisation, sans comprendre. Les visages qui nous racontaient ces souvenirs trahissaient la fatigue de décennies d'omerta. Mains qui se frottaient, regards qui cherchèrent le sol, souffles qui se raccourcissaient quand ils atteignaient les moments où l'argent avait commencé à couler. Le dossier que nous avons constitué n'était pas parfait. Certaines factures manquaient, certains témoignages étaient flous sur les dates. Les enregistrements sur la tablette étaient de mauvaise qualité par moments, entrecoupés, mais ils contenaient des noms, des dates approximatives, des phrases clés. Ce que nous cherchions, c'était la cohérence. Que plusieurs éléments pointent vers la même logique. Et au bout d'une semaine, les pièces se sont emboîtées. Les paiements douteux, les signatures apposées par des doigts tremblants, les échanges de courriels où l'on parlait d'accélérer le dossier, tout indiquait une orchestration. Le jour de l'audience administrative arriva enfin. Je me souviens de mon cœur comme d'une grosse montre qui bat dans ma gorge. La salle n'était pas immense. Elle devait ressembler à une chambre d'hôtel, pleine de chaises, d'une table en bois et d'un écran blanc sur lequel seraient projetées nos preuves. À l'entrée, quelques voisins curieux se tenaient silencieux. Certains, prudents, évitaient nos regards. Gustavo est arrivé élégant comme toujours, le costume plié au millimètre, le visage poli. Valeria l'accompagnait, vêtue de noir, son sourire réservé comme une armure. Il n'avait pas l'air coupable. C'était ce qui rendait la confrontation plus effrayante. La normalité est une bonne dissimulation. La commission était présidée par une femme au port impeccable, au regard qui savait peser. Les membres tournaient en des pages, buvaient du café avec une pause protocolaire. Le représentant des pompes funèbres Santero était là aussi, un avocat sévère avec lequel le docteur Leonardo Cromwell, qui représentait officiellement l'intérêt de la famille, échangea quelques mots polis mais tranchants. Je l'avais rencontré en marge d'une audience précédente. Un homme qui savait construire le doute aussi brillamment qu'on cisèle une statue. Son nom m'avait fait frissonner, parce qu'il serait là pour semer ce doute. Nous avons commencé par présenter la chaîne des documents. Le docteur Bernardo exposa calmement les paiements, les reçus,
les transferts vers des comptes tiers. Il montra les factures, expliqua la logique économique d'un refus d'autopsie. Sans autopsie, il n'y a pas de contestation possible sur la cause du décès, pas de test qui mettrait en lumière une négligence ou pire. La voix de Bernardo restait posée, mais chaque phrase déplaçait une pièce du puzzle. Son calme contrasta avec ma propre agitation. Je sentais mes mains moites, mon regard attiré vers Isabella, qui tenait la main d'une vieille voisine venue la soutenir. Puis vint le moment que personne n'oubliera. Le docteur Bernardo posa une clé USB sur l'estrade, demanda à la présidente la permission de projeter des fichiers. La salle devint silencieuse comme une église. Même les respirations semblaient contenues. Quand la première image apparut, ce n'était pas une démonstration spectaculaire. C'était un plan tremblant, une voix qui cherchait à se maîtriser, un murmure d'un intérieur. Mais les mots furent clairs. Sans autopsie, on règle tout à l'amiable. La voix de Valeria s'entendit clairement, puis la voix de Gustavo qui parlait d'éviter les complications, de préserver l'image de la famille. Un frisson parcourut l'assemblée. Des regards se levèrent, des mains se crispèrent. Le meilleur avocat peut tenter de jouer sur les doutes, mais il ne peut pas effacer ce qui a été entendu. L'image montrait des factures empilées, des billets échangés, et les voix liant la conversation à des transactions. Dr Leonardo tenta d'interrompre, demanda que l'on retire ces vidéos. Elles, disait-il, avaient été prises sans consentement, par une mineure, et leur valeur probante était discutable. Il suggéra que la qualité audio pouvait être trompeuse, que des montages étaient possibles. Sa rhétorique était tranchante et fluide, conçue pour enrober l'auditoire de doute. Le docteur Bernardo répondit avec la sérénité d'un homme qui a préparé chaque angle. Il expliqua la chaîne de sauvegarde, la méthodologie utilisée pour conserver ces fichiers, comment les métadonnées et les dates concordaient avec les documents. Il fit appel aux témoignages des anciens employés qui avaient expliqué la pratique interne. Il ne cria pas. Il posa la logique comme on pose une pierre. Et à mesure que la projection continuait, les minutes suivantes dévoilèrent quelque chose que je n'avais pas prévu. La présence d'une autre vidéo, filmée à un autre moment, où l'on entendait un rire sec, la même signature vocale, et des notes manuscrites qui apparaissaient sur une table, des listes de montants, des noms abrégés. Les documents qui suivirent ces images concordaient. Je sentais le monde autour de moi glisser. Gustavo conserva son masque, mais j'ai vu ses doigts blanchir sur la pochette de sa serviette. Valeria ne montra aucune expression, comme si elle avait tellement répété son visage qu'il était devenu inamovible. Mais certaines personnes de la salle ne tinrent pas. Une ancienne employée que nous avions fait venir s'effondra en larmes en entendant le son d'une femme dire « Présenter la mort comme une chose paisible ». Elle pleura pour ce qui avait été caché, pour les choses qui ne devaient pas mourir cachées. Sa voix trembla, ses paroles ouvrirent une blessure qui, jusqu'alors, s'était laissée bander. La présidente demanda un temps de calme. Certains mots furent dits à voix basse. L'atmosphère avait changé. L'odeur habituellement fastidieuse de cire et d'encens semblait se dissiper pour laisser place à une odeur de papier humide et d'émotion. La commission prit note. Il déciderait d'ouvrir une enquête plus large. Ce n'était pas un verdict judiciaire, ce n'était pas une condamnation pénale, mais c'était, pour nous, la reconnaissance publique que des éléments sérieux existaient. Cette reconnaissance fut comme un souffle. Je n'étais pas encore libéré, mais la machine du silence avait enfin une fissure. Après la séance, la presse se pressa aux abords. On nous demanda des commentaires, mais le docteur Bernardo avait clairement demandé que l'on reste prudent. Les journalistes, avides d'une histoire croustillante, tentaient d'obtenir une déclaration. J'ai refusé, pour protéger Isabella et pour éviter que notre combat ne soit transformé en une recherche de sensation. Ce n'était pas la même chose que l'envie de justice. Nous cherchions vérité et réparation, pas une manchette. La commission remit l'affaire aux autorités compétentes pour une enquête approfondie. Des perquisitions furent ordonnées, des comptes furent gelés le temps que les vérifications se fassent. Les conséquences commencèrent à tomber comme des feuilles mortes en automne. Certains employés furent suspendus, des documents disparurent, d'autres furent retrouvés dans des coffres oubliés. La maison funéraire fut forcée à fermer temporairement ses portes, pendant que l'administration examinait ses licences. Pour la première fois, la façade respectable montrait des fissures suffisamment larges
pour qu'on y voie l'intérieur. Les réactions dans la communauté furent contrastées. Certains voisins qui jadis avaient salué Gustavo d'un signe de la main se détournaient, incapables de concilier la façade et la réalité exposée. D'autres défendirent la famille Santero jusqu'à l'absurde. C'est une persécution, disait-il. J'ai reçu des messages de colère, des accusations de trahison, de la part d'amis d'autrefois. Il fut difficile de voir des visages qui m'avaient semblé amicaux me juger comme l'ennemi, mais j'ai reçu aussi des lettres et des visites de personnes reconnaissantes, des familles, qui soupçonnaient que leurs défunts avaient été traités de façon discutable, des employés qui ne savaient pas comment parler, et qui, grâce à notre action, trouvaient le courage. Une dame âgée m'apporta un bouquet fragile et me dit « Merci d'avoir osé. Vous avez rendu service au silence. » Ce genre de mots pesait plus que les rancœurs. Gustavo, quant à lui, tenta plusieurs stratégies légales et privées. Il envoya des lettres menaçantes aux témoins, menaça de poursuites pour diffamation, engagea des contre-enquêtes destinées à discréditer mes sources. Dr Leonardo menait des actions pour semer le doute, questionnant la validité des enregistrements et la moralité d'utiliser une tablette trouvée dans le grenier. Ces attaques visaient surtout à saper la confiance que les témoins pouvaient avoir en nous. Elles étaient pensées pour intimider. Je me souviens d'une lettre recommandée qui me proposait une solution à l'amiable. Un lambeau d'une offre d'argent, conditionnée au silence. Offres comme celle-ci ne sont que des tentatives de remballer le mensonge dans un ruban. Ceux qui espéraient que la vérité permettrait une revanche immédiate durent apprendre la lenteur des institutions. Des mois ont passé entre la commission et les premières inculpations. Les enquêtes menées par la police administrative se heurtaient à des banques qui traînaient les pieds, à des témoins qui se dérobaient, à des documents qui nécessitaient une expertise pour être authentifiés. Il y eut des nuits où l'on se sentait abandonné par la mécanique publique. Mais chaque fois que le découragement me rapprochait de l'abandon, je repensais à la petite main d'Isabella qui avait tenu la tablette, et à son désir simple, comprendre pourquoi on ne fouillait pas. C'était une raison assez puissante pour continuer. Le vrai tournant fut un témoignage courageux d'un employé de longue date qui, après avoir entendu nos preuves, décida de coopérer pleinement. Il raconta comment, à une époque, on avait reçu des consignes, ne pas autoriser l'autopsie, présenter la mort comme paisible, et comment ces consignes venaient d'en haut, d'un mélange de pression sociale et d'appétit pour les gains. Il montra des bordereaux, expliqua des procédures internes écrites à la main qui n'avaient jamais dû exister. Son récit fit vaciller ceux qui encore tentaient de nier la logique du système. Finalement, quelques personnes furent mises en examen pour complicité d'entrave à la recherche de la vérité et pour falsification de documents. Certains employés signèrent des accords de coopération, d'autres, incapables de prouver leur bonne foi, perdirent leur poste. La maison funéraire vit son activité réduite à néant, ses licences retirées en attendant des décisions judiciaires. Pour la première fois depuis 20 ans, il y eut une reconnaissance institutionnelle que le refus d'autopsie n'avait pas été uniquement une décision respectueuse, mais une stratégie parfois utilisée pour protéger des intérêts. Quant à Gustavo, il subit des enquêtes sur des détournements et des fraudes liées à des successions. Je n'entrerai pas ici dans l'aridité des dossiers judiciaires. Le processus est long, plein d'appels, de recours, d'expertise. Mais il perdit une grande part de sa crédibilité sociale, et la maison où nous vivions devint pour beaucoup le symbole d'une famille qui avait choisi le confort du mensonge. La façon dont il essayait d'expliquer les choses variait selon le public. Devant certains, il se disait victime d'une cabale. Devant d'autres, il minimisait, prétendant une erreur administrative. Les mots changent quand l'image se fissure. C'était douloureux, bien sûr. Je ne suis pas heureuse de la chute d'un homme qui avait été aimé par beaucoup. Ce n'était pas de la joie, c'était plutôt un sentiment de justice équitablement rendue. La colère initiale s'était nuancée. Je ressentais encore l'ambivalence. Migrant de souvenirs et d'affection, il y avait aussi la reconnaissance que sans l'argent et le statut que la maison apportait, nous aurions vécu autrement. Ces complexités m'ont accompagné longtemps. On ne peut pas toujours ranger la vie en noir et blanc. Mais je savais aussi que la vérité offerte à Isabella la protégeait d'un héritage de silence. La reconstruction qui suivit ne fut pas un acte spectaculaire. Il n'y eut pas de miracle qui effaça les années. Il y eut plutôt des gestes modestes et constants. Des séances de thérapie pour Isabella et moi.
Des rendez-vous avec une conseillère qui nous apprit à nommer les émotions, à reconnaître la honte pour ce qu'elle est, et à la laisser passer. La psychologue nous a enseigné que le rétablissement n'est pas une destination unique, mais un chemin pavé de jours meilleurs, et d'autres plus sombres. Apprendre à respirer, à être à l'aise avec notre histoire, à raconter notre récit, sans que celui-ci devienne notre prison. Voilà ce qui comptait. J'ai repris le travail petit à petit. Abandonner la maison familiale fut nécessaire. Rester sous le même toit devenait une torture quotidienne, une source de rappellement constant. J'ai trouvé un emploi modeste, lié à l'accompagnement des familles, mais d'une autre échelle. Un rôle dans une ONG locale qui aide des proches à organiser des adieux dignes, avec transparence. La transition fut énergivore. J'ai souvent douté de ma capacité à bosser après tout ce tumulte, mais j'ai compris que transformer ma douleur en service, aider d'autres à ne pas subir la même chose, était un moyen de donner une valeur positive à ce qui avait été négatif. Isabella grandit dans cette nouvelle cadence. Elle devint plus posée, plus prudente, mais également plus lucide. Nous avions des rituels. Le dimanche, nous allions marcher au parc. Nous parlions des livres qu'elle lisait. Nous faisions des listes de choses qu'on aimait. J'ai vu sa curiosité se transformer en maturité. Elle choisissait désormais quand et comment elle souhaitait aborder le passé. Une fois, en rinçant la vaisselle, elle m'a dit « Maman, je voulais juste savoir. Maintenant je sais. Et je suis contente que tu me protèges. » Ces mots simples valèrent mieux que toutes les victoires administratives. La communauté qui nous avait autrefois jugés se divisa. Certains se rapprochèrent, d'autres restèrent éloignés. C'était inévitable, et j'ai appris à accepter que l'on ne peut pas récupérer tout le monde. Mais il y eut aussi de belles rencontres. Des familles qui partagèrent leurs propres histoires. Des voisins qui vinrent en silence offrir un gâteau, des collègues de l'ONG qui devinrent des amis fidèles. Ce sont ces filaments solides qui nous ont soutenus. Au fil des mois, la justice a fait son travail de lente marée. Les poursuites ont abouti à des sanctions administratives, certaines poursuites pénales ont été engagées, et des réparations ont été ordonnées dans des cas de succession entachée. Certains comptes furent partiellement restitués aux proches lésés. Tout cela n'effaçait pas la perte initiale, mais cela donnait une forme de réparation tangible. Nous avons obtenu en guise de reconnaissance une demande publique d'excuses de la direction initiale de la maison funéraire, ce qui, pour moi, fut un moment de relief inattendu. Entendre des mots de responsabilité fut comme retirer un poids que l'on porte sur son cœur. Le procès, les conférences, les études de cas, tout cela me prit du temps. J'ai parfois témoigné, pas par besoin de vengeance, mais pour empêcher que d'autres familles ne subissent la même chose. J'ai participé à des ateliers sur les droits des familles en période de deuil, sur l'importance d'exiger des preuves documentaires et d'exercer une vigilance quand une décision trop rapide, comme refuser une autopsie, est proposée. Ces rencontres se transformèrent en une activité à plein temps. J'ai appris à aider les autres à documenter, à garder une trace, à poser des questions. J'ai réorienté ma colère en apprentissage. Et pourtant, je dois rester honnête. Filmer ou documenter n'est pas une recette magique. Il y eut des fois où, malgré toute la documentation, la justice se montra lente, insuffisante, impotente. J'ai vu des familles perdre courage. J'ai appris à nuancer mes conseils, garder des preuves aident, mais il faut aussi du soutien juridique, de la persévérance, et souvent l'appui d'organisations qui peuvent mettre la pression. Ce n'est pas un parcours solitaire. Avec le temps, j'ai ouvert un petit projet en partenariat avec l'ONG, un service d'accompagnement aux familles qui souhaitent comprendre leurs droits lors d'un décès, comment poser des questions, où chercher des documents et comment repérer les signaux qui peuvent indiquer qu'on est en présence d'une fraude. Ce projet n'est pas un cabinet d'avocats, c'est plutôt un espace d'information, d'écoute et de mise en réseau. Nous aidons des familles à contacter des avocats, à mobiliser des témoins, à sécuriser des documents. C'est modeste, mais concret. L'argent récupéré n'a jamais été mon but premier. Il a servi à payer des dettes accumulées et à assurer un toit et une éducation stable pour Isabella. Nous avons investi dans des choses simples, des cours de musique pour elle, des livres et des sessions de soutien. J'ai pris soin de ne pas laisser la quête de réparation devenir une quête de richesse. La vraie réparation a été autre.
Elle a été dans la reconnaissance publique, dans la dignité retrouvée, dans le fait de pouvoir dire à voix haute ce que l'on nous avait demandé de taire. Il y a dans toute cette histoire des personnes qui m'ont aidé et d'autres qui ont tenté de nous étouffer. Il y a eu des moments où j'ai hésité, où j'ai cru que la honte allait m'engloutir, où j'ai pensé qu'il aurait été plus simple de me taire et de continuer à sourire au dîner. Mais quand je regarde ma fille, quand je pense au geste innocent qui a tout déclenché, sa petite main qui a filmé parce qu'elle voulait comprendre, je sais que rien n'a été vain. Nous avons forcé une porte, et quand une porte s'ouvre, elle laisse passer la lumière pour d'autres. Aujourd'hui, plusieurs années après ces premiers jours où la tablette est sortie du grenier, la vie a repris une cadence plus douce. Je continue de raconter notre histoire quand on me le demande. Je le fais non pour me victimiser, mais pour éduquer, pour prévenir. Les cicatrices sont là, visibles et invisibles. Elles me rappellent la fragilité du silence et la force du courage. J'ai appris à accepter la complexité des sentiments qui m'habitent. Le regret, la colère, la compassion, la fierté d'avoir protégé ma fille. Si vous m'écoutez, et que quelque chose dans cette histoire résonne en vous, souvenez-vous de 3 choses simples. Gardez les preuves quand c'est possible, cherchez des alliés compétents, un avocat, une association fiable, et protégez les plus vulnérables autour de vous. Et sachez qu'ouvrir la bouche demande du courage, mais parfois, c'est le seul moyen de permettre à la vérité de respirer. Je ne suis ni une héroïne, ni une sainte. Je suis une mère qui a choisi de croire qu'Isabella méritait la vérité, toute crue qu'elle soit. Et je veux que vous sachiez ceci. La vérité n'annule pas la douleur, mais elle honore ceux qui n'ont plus de voix. 20 ans de silence n'ont pas pu étouffer la vérité pour toujours. Une tablette oubliée, un regard d'enfant, et la persévérance d'une femme suffirent à rouvrir ce qui avait été scellé. Merci d'être resté jusqu'ici. Si cette histoire vous a touché, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est possible d'agir, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Racontez-moi en commentaire si vous avez vécu quelque chose de similaire. Vos histoires peuvent aider d'autres personnes à trouver du courage. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.